Bonjour, je suis particulièrement heureux de vous retrouver à nouveau dans cette heure H des pharmaciens qui va être consacrée aujourd'hui au retour sur une mission d'études que nous avons faite entre la France et le Québec et à des questions d'actualité. Puis, comme à l'habitude, nous répondrons soit par le direct, soit aux questions que vous avez posées via le web. Je suis Patrick Rambourg, je travaille au CHU de Lille et je suis président de la section H de l'Ordre national des pharmaciens. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Philippe, Agnès, Véronique, Morgane et Antoine, que je vais laisser se présenter brièvement. Et on va commencer par Agnès. Bonjour à tous, je suis Agnès Castillon, vice-présidente de la section H et j'y représente les établissements de santé privés. Morgane. Bonjour, Morgane Guillaudin, donc je suis pharmacienne gérante dans une clinique privée MCO à Paris. Je suis conseillère ordinale élue et également membre du bureau. Véronique. Bonjour, je suis Véronique Berlot. Je représente la section H au Conseil national et je suis pharmacien gérant dans un établissement public de santé mentale à Aix-en-Provence. Philippe. Bonjour, je suis Philippe Benoît, pharmacien au CHU de Reims et membre du bureau de la section H. Et enfin Antoine. Bonjour, Antoine Dupuis, je suis PUPH à l'université au CHU de Poitiers. Je suis le professeur nommé à la section H et je suis également le président de la SFPC. Société française de pharmacie clinique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais il y en a Merci. pas. Un grand merci en tout cas à vous cinq de participer à cette heure H du pharmacien et vous êtes là en présence justifiée puisque vous avez participé à cette mission. Si vous le permettez, je voudrais également remercier Geneviève Fad, qui est la chef de section de la section H que vous connaissez, qui va gérer vos questions posées par le web et qui a participé à nos côtés donc à la mission d'études France-Québec que nous allons maintenant vous présenter. Alors, au cours du mois d'avril 2024, une délégation de la section H de l'Ordre, ici présente, a réalisé cette mission d'études donc au Québec de 5 jours afin de mieux appréhender les différences et les similitudes de nos métiers hospitaliers dans les deux pays. Cette étude devait également permettre d'élaborer les critères à prendre en compte dans la modification de l'arrangement de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des pharmaciens français et québécois. Nous en reparlerons tout à l'heure avec Véronique. La section H de l'Ordre national des pharmaciens a rencontré l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'Association de pharmacie hospitalière des pharmaciens québécois. Elle a rencontré également la faculté de pharmacie de Montréal et puis d'autres institutions et d'autres organisations. Nous avons ainsi, pendant 5 jours, rencontré un grand nombre de pharmaciens, visité plusieurs institutions, dont Galenova le premier jour, qui est une pharmacie communautaire qui prépare des médicaments pour les autres pharmacies, d'ailleurs communautaire hospitalière, on y reviendra. Nous avons rencontré donc des pharmaciens hospitaliers au sein du CHU Sainte-Justine, du CHU de Montréal, qu'on prénomme NUM, et puis au Centre universitaire de santé McGill. Les pharmaciens donc, français ont pu effectivement rencontrer leurs collègues québécois, et puis nous avons pu également partager, au-delà de réunions, nous allons partager leur vécu au quotidien en allant avec eux dans les services, notamment au niveau des soins pharmaceutiques, et on aura l'occasion aussi d'en reparler. Mais avant tout, je voudrais qu'on vous représente effectivement le Québec, la pharmacie hospitalière québécoise, avec quelques éléments démographiques, et je vais passer la parole à Agnès, s'il te plaît. Bien sûr. Le Québec est doté d'un système de santé administré par l'Agence de santé Québec du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce système de santé au Québec réunit l'ensemble des institutions et des ressources. Consolidé au début des années 70, le système de santé québécois est universel et dispense des soins gratuits à toute la population du Québec, aux résidents du Québec. Si on vous présente quelques chiffres, la population du Québec est de 9 millions d'habitants. La France en compte 68 millions. Sa superficie est de 1 500 000 km² comparé aux 547 000 km², soit 3 fois moins en superficie que le Québec. Les pharmaciens sont environ 10 000 au Québec, 74 000 en France. Les pharmaciens hospitaliers sont 1 900
au Québec et 7 500 en France. Si on fait le ratio de pharmaciens par rapport au nombre de lits, il est de 11% au Québec et de 2% en France, soit 5 fois et demi plus important. Comment expliquer cela ? Cela est dû à une présence plus importante des pharmaciens dans les services d'hospitalisation et ils assurent de la pharmacie clinique dans les services de soins, alors qu'à la pharmacie à usage intérieur, le nombre de pharmaciens est à peu près identique à celui que nous rencontrons en France et ce que nous avons pu constater lors de notre voyage. Morgane. Oui, en ce qui concerne la continuité pharmaceutique, elle est importante dans les CHU que nous avons visités. Alors, au CHU Sainte-Justine, les pharmaciens cliniciens travaillent du lundi au vendredi de 8h à 16h30 et les pharmaciens de la distribution, qui sont présents dans les locaux de la pharmacie, avec des assistants techniques en pharmacie, l'équivalent de nos préparateurs, assurent une permanence de 8h à 23h30. Au centre universitaire McGill, la pharmacie est ouverte de 8h à 22h avec 3 pharmaciens présents jusqu'à 23h, aidés également par des assistants techniques en pharmacie. Les 3 établissements visités ont une astreinte pharmaceutique en dehors des horaires d'ouverture de la PUI, comme on peut le voir en France. Le nombre de pharmaciens est de 40 à Sainte-Justine, 94 au centre hospitalier universitaire de Montréal et 125 au centre McGill, pour respectivement 450, 772 et 880 lits. Mais on voit que le nombre de pharmaciens est effectivement un peu plus élevé que chez nous. Eh oui. Eh oui. Parlons maintenant des qualifications. Est-ce qu'il y a des qualifications nécessaires pour travailler en pharmacie hospitalière au Québec ? Et je me retourne à nouveau vers Agnès. Disons tout de suite qu'il n'existe pas de conditions d'exercice obligatoires comme en France pour travailler à l'hôpital. Au Québec, à la suite d'une période préuniversitaire de 2 ans qui vous délivre un diplôme d'études collégiales, les pharmaciens, les diplômés peuvent ensuite... les diplômés de ces études, peuvent s'inscrire à un programme de doctorat en pharmacie pour une durée de 4 ans. Là, ils reçoivent à la fois des cours théoriques et des expériences cliniques. Et durant ces 4 ans, les stages sont inclus dans ce cursus. Ensuite, libre à eux, s'ils le souhaitent, de poursuivre par une spécialisation hospitalière post-doctorat sous forme d'une maîtrise en pharmacothérapie avancée qu'on appelle MPA. L'étudiant a à ce moment-là obtenu est alors appelé résident en pharmacie et sa résidence dure 16 mois répartis sur 2 périodes. Une période de 4 mois constituée par des cours théoriques, pharmacothérapie avancée, gestion, communication, préparation stérile et recherche en pharmacie, plus 12 mois de stage en milieu hospitalier. Ces enseignements permettent donc d'obtenir ce diplôme, mais ce qu'il faut savoir, et je le rappelle, que le MPA ne constitue pas un accès obligatoire pour travailler en pharmacie hospitalière, mais que les établissements sont très friands de ce diplôme pour recruter les pharmaciens dans leurs services. Mmh. Oui, il faut également signaler que l'association qu'on a citée, l'Association des pharmaciens des établissements du Santé du Québec, milite actuellement pour que, effectivement, cette MPA, cette maîtrise de pharmacothérapie avancée, soit un critère obligatoire pour travailler à l'hôpital. Véronique va maintenant nous parler de ce que j'évoquais il y a quelques instants, l'arrangement France-Québec. Véronique. Oui, en octobre 2008 a été conclue une entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour un certain nombre de professions, dont les pharmaciens. L'arrangement entre l'Ordre québécois, le ministère de la Santé et l'Ordre national des pharmaciens a été signé en 2009. Il doit maintenant être mis à jour en raison des évolutions professionnelles et juridiques dans les 2 pays et notamment l'évolution des conditions d'exercice en pharmacie à usage intérieur qui ont été modifiées par décret en mai 2017. Jusqu'à présent, il n'y avait
pas de distinction entre la ville et l'hôpital et les mesures compensatoires étaient les mêmes. Le futur arrangement distinguera l'officine et l'hôpital avec un niveau d'exigence supérieur pour l'exercice hospitalier du fait de certaines missions spécifiques au PUI, comme la stérilisation, les dispositifs médicaux et les gaz à usage médical. La discussion est actuellement en cours entre les ordres et devrait être finalisée dans les prochains mois. La mission d'étude que nous avons réalisée a été indispensable dans cette réflexion. Oui, tout à fait. Oui. Alors, il est maintenant temps, si vous voulez bien, de parler des activités que nous avons pu observer sur place. Et bien sûr, elles sont basées, comme chez nous, sur un dispositif législatif et que Philippe va maintenant essayer de nous expliquer. Mais tout à fait, essayez d'être absolument clair. Pour préciser qu'au Québec, il existe une loi qui modifie la loi sur la pharmacie et que cette loi est appelée communément la loi 41. Elle est entrée en vigueur en 2015. Elle a permis aux pharmaciens d'exercer de nouvelles activités. Et ces activités, elles ont été accompagnées, ces nouvelles activités, par des règlements qui vont découler de cette loi, ainsi que la loi médicale qui précise l'étendue de ces activités. Également des guides qui sont proposés par l'Ordre des pharmaciens du Québec, ainsi que l'Association des pharmaciens hospitaliers. À noter qu'à partir de 2021, une nouvelle loi, la loi 31, a élargi le rôle des pharmaciens québécois et on peut citer en particulier l'article 17 de cette loi qui précise que l'exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l'usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d'offrir le soulagement approprié des symptômes. Au-delà de cette loi, il faut noter qu'il n'existe pas, comme en France, de bonnes pratiques et de cadres normatifs sur l'aménagement des locaux, à l'exception d'une norme du ministère de la Santé et des Services sociaux en ce qui concerne les zones de préparation stériles. Côté évaluation, pour la pratique pharmaceutique, elles sont évaluées sur un mode avec une différence fondamentale entre la France et le Québec. En France, ce sont les PUI qui sont évalués pour savoir si elles répondent aux besoins des patients qui sont accueillis dans l'établissement et en fonction des missions qui leur sont confiées et autorisées. Au Québec, c'est le pharmacien qui est évalué et non pas la structure. Cette évaluation est d'ailleurs réalisée par l'Ordre des pharmaciens du Québec. Dans le concret, le pharmacien en pratique active au Québec, qu'il soit officinal ou hospitalier, bénéficie tous les 5 ans d'une inspection sur ses compétences, soit sous forme d'une auto-inspection, soit avec un entretien avec un inspecteur sur place sur son lieu d'exercice. En complément, les pharmaciens titulaires et les chefs de département qui sont responsables des pharmacies hospitalières sont soumis à une inspection sur le circuit du médicament afin d'évaluer l'entièreté des mesures qui sont mises en place pour assurer la sécurité et la qualité des services pharmaceutiques réalisés par la pharmacie. Et donc les différents spectres d'activité de la pharmacie sont évalués, la chaîne du froid ou le plan des effectifs. Merci Philippe. Alors, il faut vous dire que depuis notre mission d'études au Québec, en avril, une nouvelle loi sur la pharmacie a été votée, la loi numéro 67, ils aiment bien les numéros, et qui a été adoptée en novembre 2024. Alors cette loi, elle permettra d'élargir substantiellement l'autonomie professionnelle des pharmaciens, va amener des avancées qui augmenteront l'accès aux soins de première ligne pour la population, notamment en matière de prescription pour les conditions de santé courantes, de prolongation d'ordonnances et de substitution de médicaments. Naturellement, des règlements viendront préciser et encadrer ces nouvelles responsabilités. Parmi celles-ci, il est prévu le retrait des délais dans la prolongation d'ordonnances, la prescription de médicaments de façon plus large qu'actuellement, l'administration de médicaments à des fins thérapeutiques, et enfin une substitution de médicaments dans plus de circonstances que celles évoquées actuellement. Alors, pour revenir aux missions actuelles des pharmacies hospitalières québécoises, beaucoup sont communes avec les françaises. Les activités liées au circuit du médicament, qui incluent les étapes traditionnelles d'approvisionnement, de gestion, de détention, de stockage, de dispensation, sont au Québec, comme en France, des missions socles
essentiel donc pour la pharmacie. De nombreuses activités pharmacotechniques relèvent également du périmètre de la pharmacie hospitalière, ainsi que des activités de pharmacie clinique. Donc nous aurons l'occasion à la fois d'en parler à nouveau sur la pharmacotechnie et sur la pharmacie clinique. Alors depuis plus de 25 ans, les pharmaciens qui exercent dans la province du Québec sont habilités à adapter les posologies. Il y a 3 ans, comme on l'a vu, dans le cadre de la loi 31 et de son article 17, cité par Philippe, ce périmètre a été étendu à un droit de prescription dans le cadre d'une entente générale concernant tous les pharmaciens, qu'ils soient hospitaliers comme communautaires. Avant d'évoquer ces missions cliniques, avec Antoine notamment, nous allons parler des autres missions, et tout d'abord l'approvisionnement. Et c'est Morgane qui va nous en parler. Oui, la première étape du circuit d'approvisionnement québécois est le comité de pharmacologie, comme en France, qui évalue l'usage des médicaments et liste les médicaments référencés au sein de l'établissement de santé. Une première différence notable sur l'approvisionnement tient à son périmètre qui se restreint aux médicaments, alors qu'en France, ils sont inclus les dispositifs médicaux stériles. Les médicaments sont achetés auprès d'un seul distributeur, mais il existe 3 centrales d'achat au Québec afin de diminuer les risques de rupture. À la réception des commandes en France, suite à l'application du règlement européen et à la lutte contre les contrefaçons, les PUI françaises mettent en œuvre le dispositif de vérification des dispositifs de sécurité des médicaments avec une partie décommissionnement, la sérialisation et le contrôle des scellés de sécurité. Cette réglementation n'est pas en vigueur au Québec. Il est à noter qu'afin de favoriser une utilisation optimale des médicaments, 5 CHU du Québec, dont le Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHU de Sainte-Justine et McGill, ont mis en place depuis 2004 le programme de gestion thérapeutique des médicaments. Ce programme produit différents types de documents d'usage optimal des médicaments sur le plan clinique, administratif, organisationnel, économique ou de la sécurité des patients. Dans les 20 dernières années, plus de 150 documents ou outils ont été rendus disponibles pour les cliniciens et les gestionnaires du milieu hospitalier. En ce qui concerne les zones de stockage et de préparation des produits de santé, leur protection est identique au Québec et en France, c'est-à-dire qu'elles sont d'accès réglementé et interdites au personnel autre que celui de la pharmacie. Dans les CHU québécois que nous avons visités, les ordonnances sont numérisées dans le dossier patient informatisé, puis sont retranscrites par les pharmaciens et les assistants techniques dans le logiciel de la pharmacie, en vue de leur analyse pharmaceutique et de leur exploitation par l'automate de préparation des doses à administrer. Une différence fondamentale d'organisation est ici mise en place avec les PUI en France, où il existe une interdiction de retranscription des prescriptions. Les établissements français sont donc actuellement avec des systèmes d'information relatifs au circuit du médicament plus performants. Il s'agit cependant d'une situation transitoire au Québec, dans l'attente de la mise en place imminente d'un logiciel de prescription unique pour toute la province du Québec. L'organisation actuelle a permis aux pharmaciens d'accéder à une informatisation de la prescription. Cependant, les différentes évaluations et les retours d'expérience indiquent que cette étape est bel et bien à risque pour le patient. Elle conduit aussi à une perte de temps pharmaceutique non dédiée à d'autres activités. À l'issue de cette retranscription, l'analyse pharmaceutique des ordonnances est répartie entre les pharmaciens. Une analyse sécuritaire est effectuée par un pool de pharmaciens postés à la validation au sein de la pharmacie en vue de la délivrance. Oui, c'est cet aquarium-là qu'on voit. Tout à fait. Sainte-Justine. Oui. Agnès. Pardon de cette interruption. Pour l'étape de mise à disposition des doses, on retrouve au Québec comme en France la préparation des doses à administrer, communément appelée PDA, qui peut être soit manuelle, soit automatisée, ainsi que les dotations d'urgence dans les unités de soins. Néanmoins, on note une pratique plus importante de la PDA au Québec. En effet,
l'offre industrielle du marché des médicaments, notamment du fait de la proximité géographique avec les États-Unis, se porte plus sur les conditionnements en vrac que sur les blisters. Le département de pharmacie possède des automates de reconditionnement qui peuvent produire quotidiennement jusqu'à 10 000 doses unitaires avec un code barre et une date de péremption qui a été fixée à 1 an de façon empirique. La mise à disposition des doses dans les unités de soins est journalière, nominative, grâce à des robots qui fonctionnent 7 jours sur 7 et qui préparent les doses regroupées dans une cassette pour 24 heures. Le système québécois permet au fil de l'eau l'analyse de l'ensemble des prescriptions préalablement à leur délivrance et ainsi la réalisation de la PDA dans un délai court et cela chaque jour de la semaine. L'acheminement vers les unités de soins se fait soit par des assistants techniques, soit par une logistique automatisée, soit par un pneumatique. Les doses non administrées sont retournées à la pharmacie, vérifiées et réutilisées. Les dotations pour besoins urgents dans les unités de soins sont complétées quotidiennement, même le week-end, par les assistants techniques du département de pharmacie. Dans les 3 CHU de Montréal, toutes les dotations sont stockées dans des armoires sécurisées appelées cabinets qui, le CHUM, c'est-à-dire le Centre hospitalier de Montréal, en détient 165, soit un ratio de 1 cabinet pour 6 lits, dont une partie est réfrigérée pour les médicaments thermosensibles. Alors on peut continuer peut-être sur l'aspect pharmacotechnie, puisque au Québec, il y a les pharmacies des hôpitaux ont une importante activité de pharmacotechnie qui va être tournée vers la réalisation des préparations de façon généralisée pour ce qui est des formes injectables, pour qu'elles soient prêtes à l'administration, pour l'infirmier ou pour le médecin au moment où il en a besoin. Pour réaliser ces préparations, il y a bien sûr des locaux qui vont répondre à des normes d'aménagement que nous avions évoquées tout à l'heure. Ces normes d'aménagement sont émises par le ministère de la Santé pour des aires qui sont réservées aux préparations stériles. 2 types de normes vont alors s'appliquer en fonction de savoir si le médicament contient une substance dangereuse ou non dangereuse pour le manipulateur, comme nous l'avons également en France. Et c'est le ministère qui va autoriser ces locaux en fonction de leur conformité et après vérification. Les pièces de préparation stérile que nous avons pu visiter sont assez semblables à celles que l'on peut voir en France, avec des pièces qui sont avec un sas d'habillage, une entrée et une sortie des matières premières, séparées pour les produits finis et une marche en avant. La différence principale vient en fait du nombre de préparations à réaliser qui est beaucoup plus important, ce qui conduit à avoir des installations de très grandes pièces avec 5 à 10 hôtes installés dans une même salle de façon parallèle. Les préparations sont, quant à elles, réalisées par des préparateurs qui sont formés et habilités par les pharmaciens, puis qui vont être, à l'issue d'un processus de dématérialisation, elles vont être contrôlées, soit par un double contrôle visuel par un opérateur, ou par un contrôle caméra, ou à l'aide de photos. Cette activité de préparation, elle se déroule bien évidemment en premier lieu dans les pharmacies, mais également dans des antennes avec une proximité avec les équipes soignantes. Ces antennes délocalisées permettent une plus grande proximité avec les soignants et améliorent la prise en charge du patient, ne serait-ce que parce qu'elles diminuent le temps de mise à disposition de la préparation et juste avant l'administration. Au-delà des préparations stériles, il existe aussi de nombreuses préparations non stériles, en particulier des suspensions ou des solutions buvables qui sont destinées à la pédiatrie et qui vont être réalisées en réponse à l'absence de spécialité ou de dosage adapté en fonction de l'indication et qui ne sont pas disponibles sur le marché. Elles vont être réalisées classiquement à partir du principe actif, sous forme ou à partir de la matière première à usage pharmaceutique, éventuellement à partir d'une spécialité pharmaceutique. Dans tous les cas, elles vont être réalisées à l'avance, puis elles vont être fractionnées par prélèvement, moyen de remplissage de seringues orales, conditionnées et avec une identification au nom de l'enfant.
au-delà de la partie préparation en intra-hospitalier, l'activité qui est demandée est potentiellement supérieure aux capacités de production des pharmacies hospitalières, et donc elles peuvent régulièrement faire appel à des pharmacies en dehors de l'hôpital, les pharmacies communautaires, qui sont des officines, qui correspondent aux officines de ville. Et donc ces officines de ville ont développé une activité de préparation, soit complémentaire, soit exclusive. Et c'est ce que nous avons pu constater auprès de la pharmacie Galenova à Saint-Hyacinthe que nous avons visité. Quels que soient les lieux de fabrication, les préparations vont être réalisées soit par lot, soit à la carte, et éventuellement en complément sous forme de packs standardisés, comme ça peut être le cas pour des préparations en pack pour des péridurales. Les préparateurs qui vont réaliser ces préparations vont utiliser soit des formulations à la demande du client, mais toujours en conformité avec les normes reconnues et en usage dans les centres concernés, selon les spécifications du fabricant et des pharmacopées nationales en ce qui concerne des préparations qui sont standardisées. Sur l'aspect contrôle, les préparations stériles par lot vont faire l'objet d'un contrôle de stérilité à l'issue de la fabrication et inversement, ce qui est une grande différence par rapport à nos pratiques et nos bonnes pratiques de préparation. Pour les préparations non stériles, il y a relativement peu ou voire pas de contrôle quantitatif ou qualitatif à la fin de la préparation et non plus pas d'échantillotech qui va être réalisé après la production. Merci Philippe et merci à tous pour la description de ces missions qu'on va dire un peu socle des pharmacies hospitalières. On voit qu'il y a des différences, il y a aussi des similitudes, mais que globalement on est assez proches. On a un système d'information certainement plus performant en France par rapport à des activités qu'on va maintenant développer, qui seront certainement beaucoup plus développées au Québec. Je veux parler des soins pharmaceutiques et naturellement je me tourne vers Antoine. Avant d'aborder ce point, Patrick, je souhaite préciser que tout comme les pharmaciens français, les pharmaciens québécois sont très impliqués dans la vaccination de la population. Ils sont comme nous autorisés à prescrire et à administrer les vaccins, tous les vaccins qui sont recommandés pour la population. Par ailleurs, cette autorisation est soumise, comme chez nous, à une formation spécifique ad hoc. On a également, dans les pharmacies hospitalières québécoises, une implication dans la recherche clinique et ils participent à la gestion des essais cliniques, à la dispensation des médicaments expérimentaux ou alors préparation, comme on peut le voir dans nos pays. Alors si les activités de pharmacie clinique se développent de plus en plus dans nos hôpitaux français, les Québécois évoluent avec une approche psychosociale du rôle du pharmacien clinicien à travers les soins pharmaceutiques. Le concept de soins pharmaceutiques est défini par l'Ordre des pharmaciens du Québec comme un processus incluant une évaluation, puis l'établissement d'un plan intégrant des objectifs convenus avec le patient et le suivi de ce plan. Ils sont prodigués dans le cadre d'une relation patient-pharmacien, le pharmacien assumant la responsabilité de la réponse aux besoins du patient et étant imputable auprès de ce dernier. Alors, le pharmacien est engagé dans la gestion de la thérapeutique appliquée à un patient, mais également dans l'accompagnement, dans l'évaluation comportementale, sociétale et économique du patient. Du coup, les pharmaciens cliniciens qui sont présents dans les services hospitaliers réalisent des bilans de médication, des entretiens pharmaceutiques, le suivi pharmacothérapeutique des médicaments, l'ajustement des traitements. Ils ont un rôle d'accompagnement des patients dans leur parcours de soins. Ils ont aussi cette mission importante de transmettre les informations aux pharmaciens communautaires. Alors, à l'admission du patient, le pharmacien va évaluer les besoins du patient et prioriser ses activités de pharmacie clinique, notamment en fonction de la complexité des traitements ou de la présence de médicaments à marge thérapeutique étroite, nos médicaments à risque par exemple. Et du coup, il va participer activement à la vie du service, notamment aux réunions avec l'ensemble des autres professionnels de santé du service de soins. Il dispose du dossier Santé Québec qui lui permet de réaliser les bilans médicamenteux puisque ce dossier comprend l'ensemble des prescriptions avec la posologie, avec les informations sur le patient, les données sur la pharmacie communautaire, mais également des éléments sur la famille ou encore des éléments concernant le passage aux urgences du patient. Il participe lors de l'hospitalisation à l'évaluation de l'adhésion
du patient, hein, mais il va plus loin, il va évaluer aussi sa compréhension, sa littératie en santé, hein, sa compréhension des traitements, de sa prise en charge. Il va évaluer sa confiance, sa volonté d'interagir, et du coup, il va adapter l'ordonnance de sortie aux compétences de soins du patient et à son mode de vie au final. Avant la sortie du patient, il va réaliser un plan de prise des traitements du patient et remettre des informations qu'il va commenter avec le patient. Donc, comme tu nous le décris, on voit que les pharmaciens sont véritablement mis à disposition des services de soins, au sein des services de soins pour la réalisation des soins pharmaceutiques. Alors, cette mise à disposition fait l'objet d'une entente écrite, révisée annuellement entre le service pharmacie et l'unité de soins, une sorte de contrat. Alors, il y a lieu effectivement à écouter les pharmaciens québécois de constater que cette expérience acquise et par conséquent l'ultra-spécialisation du pharmacien clinicien qui en découle, que ce soit dans les services qu'on a visités de transplantation rénale, cardiaque, hépatique ou bien pour d'autres en réanimation pédiatrique par exemple. Alors des rotations ont été mises en place dans l'ensemble des établissements et elles devraient permettre d'alterner un temps de travail donc, au sein de l'unité de soins et un temps de travail au sein du département de la pharmacie de façon à ne pas couper complètement les ponts et donc au sein de département de pharmacie pour l'analyse pharmaceutique des ordonnances parce qu'ils ne le font pas réellement dans le service de soins, tout ça étant regroupé au sein de la pharmacie. Alors les pharmaciens cliniciens eux-mêmes demandent à conserver un lien avec ce département de pharmacie pour éviter une déconnexion complète. Et selon les constats qu'on a pu faire au cours de notre mission, les pharmaciens sont présents pendant à peu près 5 ans, du moins de ce qu'on a constaté dans une unité de soins, et mettent en avant après des difficultés à changer d'unité, à changer de service. C'est réellement alors une expérience acquise dans le service de soins qu'ils considèrent comme étant leur plus-value, mais d'un autre côté, ils sont un peu figés. Donc la mobilité vers un autre service doit être envisagée, mais bien sûr, elle n'est envisageable qu'après une formation préalable. Alors la charge de travail et la pression sont également mises en avant par l'ensemble des pharmaciens, ainsi que l'absence de règles communes à l'ensemble des établissements. Alors l'implantation du bureau, et nous on l'a constaté effectivement dans tous les établissements, qui réunit l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit le pharmacien, le médecin et l'infirmière, facilite effectivement ces contacts. Ils partagent cet espace commun de travail, ils ont une organisation qui facilite les interactions. Et donc, interaction, je vais passer la parole à Morgane. Oui. Qui va nous en parler. Les rôles du médecin et du pharmacien dans le service de soins sont clairement identifiés. Le médecin réalise le diagnostic et en informe le patient dans le cadre d'un entretien. Et une fois le diagnostic établi, le pharmacien effectue un entretien pharmaceutique auprès du patient afin de lui expliquer le traitement qui sera mis en place, les interactions et les modalités de son adhésion. Il y a lieu de mettre en avant une réelle approche sociologique et psychologique dans la démarche des pharmaciens. Adaptation de la complexité du discours au niveau de compréhension du patient et à sa situation personnelle. Les pharmaciens sont formés aux outils de communication, à la gestion des entretiens complexes, avec adaptation du discours aux informations pouvant être intégrées par le patient, mais aussi formés aux éventuels conflits dans le but de rassurer le patient. Ces entretiens sont réalisés avec le patient, seul ou accompagné de ses proches, selon la situation identifiée par le pharmacien. Un colloque singulier du patient avec le pharmacien est donc mis en œuvre avec une relation bilatérale, protégée et de confiance. Parfait. Véronique, est-ce que tu pourrais revenir sur la loi 31 qui a étendu le périmètre des missions du pharmacien? Oui, tout à fait. Dans la loi 31, les activités qui sont réservées aux pharmaciens sont les suivantes. L'opinion pharmaceutique, l'évaluation de la condition physique et mentale d'une personne, la préparation des médicaments, la surveillance de la thérapie médicamenteuse, le prolongement d'une ordonnance dans certaines conditions, l'amorce, l'ajustement ou l'arrêt de la thérapie médicamenteuse d'un patient, la substitution du médicament prescrit par un autre médicament dans certaines conditions, la prescription et l'interprétation d'analyses de laboratoire, et l'activité de prescrire un médicament
s'il est en vente libre et si c'est justifié, ou à la suite d'une demande de consultation, ou encore dans le cadre d'une entente de pratique avancée en partenariat. Entente de pratique avancée en partenariat. Voilà des termes qu'on devrait entendre dans le futur en France. Oui. Mon cher Antoine. C'est une bonne définition pour la relation prescripteur-pharmacien. Ouais. Alors, au-delà de cette entente. Justement, au-delà de cette entente générale qui définit finalement les missions de tous les pharmaciens, hospitaliers comme officinaux, il peut y avoir au sein de chaque établissement hospitalier l'adoption d'ententes particulières, appelées ententes de pratique avancée en partenariat, qui vont effectivement être réalisées selon un modèle type proposé par l'Association des pharmaciens hospitaliers du Québec, et qui vont en fait définir une entente entre les médecins et les pharmaciens du service de soins et décrire le périmètre d'action du pharmacien dans la prescription notamment, pour définir les éléments de son activité de soins pharmaceutiques. Alors, la plupart des ententes de pratique avancée en partenariat que nous avons vues dataient d'un peu plus d'un an maintenant, à part au niveau du CHU de McGill, où il existait une entente depuis plus de 3 ans qui avait été mise en œuvre à la demande des médecins qui avaient sollicité les compétences et l'appui des pharmaciens pendant cette période particulière de la crise sanitaire. Et les pharmaciens ont pu montrer l'intérêt effectivement de cette entente spécifique et de leur participation notamment à la prescription pour les patients du service. Alors, pour adopter finalement ces ententes, une concertation préalable a lieu au sein de l'équipe pharmaceutique pour décrire un petit peu de façon détaillée les éléments qui vont faire partie de l'entente, d'identifier les produits de santé qui pourraient être exclus de cette entente, les situations médicales particulières pour lesquelles les pharmaciens ne se sentiraient pas aptes à intervenir. Et on va définir ainsi le périmètre entre pharmaciens. Et une fois qu'un accord est trouvé au sein de l'équipe pharmaceutique, cet accord va être proposé au niveau du service de soins. Et là, il va être validé par le service de soins pour être mis en œuvre sur un périmètre défini. On a pu observer qu'il y avait des services de soins, notamment le service d'oncologie du CHUM, qui avait choisi de limiter le périmètre de cette entente pour les pharmaciens aux seuls patients hospitalisés, alors que dans le service d'hématopédiatrique, ils avaient choisi effectivement de permettre aux pharmaciens d'intervenir à la fois sur les patients hospitalisés et les patients présents en hôpital de jour. Alors, les pharmaciens vont toujours prendre soin de noter leurs activités dans le dossier du patient, quelles que soient leurs activités de pharmacie clinique. Et il a à noter qu'il n'y a pas une volonté absolue de prescrire à tout prix par les pharmaciens, mais on l'a vu à travers un échange avec un pharmacien du service de soins intensifs de l'hôpital Sainte-Justine qui nous a expliqué qu'effectivement son objectif était d'optimiser la prise en charge des patients et que ça pouvait passer par le besoin d'une prescription pour un patient donné. La prise en charge des patients, n'est-ce pas le rôle essentiel, effectivement, du pharmacien hospitalier, quel qu'il soit et dans quelque pays qu'il soit. Nous allons conclure là, donc, l'étude, du moins le rapport de notre mission d'étude, qui a été très riche, comme vous l'avez vu. Sachez qu'il existe un rapport exhaustif qui est à votre disposition et qui est téléchargeable sur le site internet de l'Ordre. Vous allez y trouver des éléments beaucoup plus précis encore de comparaison entre le système québécois et le système français. Nous allons donc passer à la deuxième phase de notre heure H, qui est une phase d'actualité, quelques informations d'actualité. Alors, on commencera, si vous le voulez bien, tout d'abord par une question que tout le monde se pose d'une façon permanente. Quoi de neuf sur les conditions d'accès à la profession de pharmacien hospitalier? Alors, depuis que la section H a fait des propositions d'aménagement et de modifications relatives à ces conditions d'exercice de la pharmacie hospitalière, il n'y a pas eu véritablement de retour de la DGOS et du ministère de la Santé, donc, même si, effectivement, ça rentre complètement dans le champ de leurs préoccupations, vous vous en doutez. Alors, quelques points peuvent être soulignés cependant. Le premier, c'est l'obtention de l'augmentation du nombre de postes au concours d'internat, une fois encore. Cette année, 39 postes encore en plus, ce qui fait que nous sommes passés de 300 en 2021 à 480 donc en 2025. Nous aurons donc déjà, dès cette année, plus de pharmaciens diplômés d'ES
et ce qui devrait permettre de résoudre progressivement, j'entends bien progressivement, une partie des problèmes de recrutement. Deuxième point, la possibilité pour les pharmaciens non titulaires de DES ayant 3 ans d'exercice de passer le concours d'internat à titre européen. Donc, il y a eu 12 postes ouverts cette année à notre demande. Alors là, donc, si vous êtes pharmacien officinal, que vous nous regardez, ou industriel, et que vous avez envie de travailler à l'hôpital, vous avez tout à fait la possibilité de repasser le concours d'internat dès l'instant où vous avez 3 années d'exercice. La mise en place d'un dispositif transitoire qui pourrait permettre aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant depuis au moins 5 ans en service d'incendie et de secours d'occuper un emploi de titulaire uniquement en PUI de 6, et ceci après une formation qui est encore en discussion et encore à l'étude actuellement, et puis un agrément qui serait fait par une commission ad hoc pour valider cette formation. Autre point, la fin du dispositif dérogatoire de l'article R5126.3 du Code de la santé publique au 2 juin 2025, donc dans quelques semaines. À cette date, le dispositif des conditions d'exercice en PUI entrera donc pleinement en vigueur, mettant fin à la période transitoire et ainsi la possession du DES de pharmacie hospitalière ou les autres qui sont effectivement décrits dans l'article R5126.2 sera obligatoire pour travailler en PUI. Ça sera la seule voie d'accès. Et puis, rappelons la volonté toujours très forte de notre part de la mise en place d'une commission d'évaluation ordinale pour les titulaires de DES, IPR ou de pharmacie spécialisée pour leur permettre d'exercer en PUI au regard de leur formation et de leur cursus professionnel. Voilà un point sur là où nous en sommes sur ces conditions d'accès. Et vous le voyez, on essaye d'aménager et on essaye également de progresser dans nos contacts, notamment avec nos institutions. Alors, à propos des institutions, il y a le Parlement, et le Parlement a enfin voté la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, et une des dispositions que va nous décrire Philippe nous concerne et peut nous concerner vraiment fortement puisqu'elle peut être attributrice de moyens pour la pharmacie. Philippe. Alors, en précisant d'abord finalement le contexte, puisque si on parle du risque médicamenteux, nous savons en tant que professionnels pharmaciens que ce risque médicamenteux constitue un angle mort dans nos politiques de gestion sanitaire, en particulier à l'hôpital. En parallèle, nous avons des actions de pharmacie clinique que nous réalisons tous les jours par rapport à l'évaluation des thérapeutiques médicamenteuses pour améliorer la sécurité et la qualité des soins vis-à-vis de la iatrogénie médicamenteuse. Et que cette disposition n'apparaît pas réellement dans les politiques de santé publique. Et il serait quand même bienvenu de réduire le risque qui s'est associé à ces médicaments, la mauvaise utilisation des médicaments par rapport à des risques d'accident ou de décès associés. On a quelques reculs en fait sur des études qui permettent de mettre en évidence que plus de 40% des événements indésirables liés aux médicaments seraient évitables, ce qui est légèrement supérieur à ce qui est associé aux infections nosocomiales. Et dans ce contexte, à partir de ces éléments-là, un amendement a été déposé au Sénat au mois de novembre et a été adopté. Il vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables en intégrant cette mesure dans un dispositif de santé publique sous forme d'un indicateur qui permet d'accéder à la dotation IFAC. La dotation IFAC, c'est une dotation pour l'amélioration de la qualité des soins dont le montant était en 2022 de 700 millions d'euros et qui, sur la base d'indicateurs, va permettre une aide et un accompagnement des établissements sur la qualité et qui sera versé aux établissements, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics ou qu'ils soient dans le domaine médico-social au niveau des EHPAD en particulier. Concrètement, cet amendement va modifier le Code de la sécurité sociale au deuxième alinéa du 3 de l'article L 162-23-15. Et donc cet article est complété par la mention « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs
en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. Donc, les interventions pharmaceutiques, actes que nous réalisons régulièrement au travers de l'analyse des prescriptions, suite à l'analyse des prescriptions, peuvent constituer un indicateur qui permettra de façon concrète de répondre probablement, une fois que l'arrêté précisera les modalités de calcul des indicateurs dans cet IFAC, pour pouvoir améliorer la prise en charge et limiter les erreurs médicamenteuses évitables, mais également finalement d'accompagner les établissements pour qu'ils investissent de façon plus importante sur des logiciels d'aide à la décision et à l'analyse pharmaceutique. Analyse pharmaceutique qui, rappelons-le, doit être fait sur 100% des prescriptions analysables. Qu'on se le dise et qu'on se le répète surtout. Donc, c'est un peu mon dada, oui. Alors, il y a également une autre loi qui est intéressante, qui pourra être très intéressante pour nous, c'est la loi de simplification administrative, et qui a un volet santé. Et on y pense à propos d'un dispositif qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, 3 ans, qui est en train de se mettre en place, et qu'on voudrait encore simplifier. Exactement. Antoine. Effectivement, dans le cadre de ce projet de loi de simplification, nous souhaitons proposer une modification de l'alinéa 5 de l'article L5126-1, qui est relatif à l'adaptation et au renouvellement des prescriptions, avec l'idée de supprimer la notion de protocole local telle qu'on la connaît aujourd'hui et de le remplacer par la notion d'accord avec les médecins prescripteurs de l'établissement. L'objectif est vraiment de simplifier administrativement ce dispositif, mais aussi d'y intégrer le médico-social, puisque cette notion de protocole exclut les établissements médico-sociaux. Donc, cette modification devrait permettre de déployer plus facilement le dispositif et afin d'optimiser la prise en charge thérapeutique de nos patients. C'est vrai que cette mission qui nous est accordée aujourd'hui, d'adaptation et de renouvellement des prescriptions, qui va dans le prolongement de nos activités de pharmacie clinique, permet une efficience, une optimisation du système de santé, avec notamment la possibilité d'agir sur la déprescription, d'ajuster les traitements, de limiter la fameuse iatrogénie en lien avec ce qu'on vient d'évoquer. Et du coup, tout ça dans un contexte de raréfaction de la ressource médicale qu'on connaît bien. Donc la modification proposée permet donc un droit encadré de prescription pour les pharmaciens dans les services de soins et d'optimiser les ressources médicales avec l'appui de l'expertise pharmaceutique clinique. On est quand même pas loin de l'entente de pratiques avancées en partenariat. Oui, peut-être qu'on pourra un jour voir cette entente dans les droits français. Oui, on peut le souhaiter. Voilà, donc fin de cette section d'actualité. On avait ces 3 points-là à vous donner, à vous expliquer. On va passer maintenant à notre session questions-réponses et on va passer dans un premier temps aux questions que nous recevons fréquemment à la section H et vous verrez, certaines reviennent en boucle. Alors, première question, qui là, pour le coup, revient tout le temps. Quel est le périmètre de ma responsabilité en tant que pharmacien gérant d'une PUI, Agnès ? Rappelons en premier lieu qu'il existe 3 types de responsabilités pour nous, pénale, civile et disciplinaire, avec des mécanismes spécifiques pour chacune, mais qui peuvent être cumulatives en fonction des situations. Toutes les missions d'une PUI sont placées sous la responsabilité du pharmacien en charge de la gérance. En effet, dans l'article L5126-3 du Code de la santé publique, il est précisé que la gérance d'une pharmacie intérieure est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique. Le gérant est en charge de l'organisation des activités pharmaceutiques au sein de la PUI et donc à la mise en place des activités, parfois via des délégations écrites qu'il donne à ses adjoints, conformément aux dispositions de l'article R4235-14 du Code de déontologie. Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation. Alors justement, ça, c'est en lien avec une autre question, souvent posée aussi, à propos des modalités de délégation du pharmacien gérant à ses pharmaciens adjoints, quand il a la chance d'en avoir.
Ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, c'est une question qu'on a souvent, par exemple, lors de nos audits PUI. Alors, chaque pharmacien est responsable des actes professionnels qu'il effectue dans le cadre des missions dont il a la charge et pour lesquelles il a une délégation. Il n'existe pas de modèle officiel de document de délégation, mais ces délégations de missions ou de tâches sont nominatives et doivent être précisées quant aux missions qui sont déléguées. En cas de faute professionnelle, la responsabilité de l'adjoint est engagée, mais la responsabilité du gérant peut aussi être recherchée au regard de l'organisation de l'activité pharmaceutique de la PUI, par exemple un défaut de compétence ou de formation du pharmacien ayant commis une faute professionnelle. Au final, en cas de contentieux, le juge appréciera si le gérant et son adjoint sont restés dans leur propre périmètre de responsabilité. Ok. Un autre marronnier, toujours sur les ressources humaines d'une PUI. Quelle autorité le pharmacien a-t-il sur les préparateurs en pharmacie et sur les autres personnes affectées à la pharmacie? Une question pour Véronique. Tout à fait. Alors, les préparateurs en pharmacie exercent sous le contrôle effectif et la responsabilité d'un pharmacien. Même si un préparateur a été recruté sans votre validation au sein de la PUI, il est placé selon les textes officiels sous votre autorité technique et vous êtes donc responsable de ses actes, sauf bien sûr s'ils sont délictuels. Les préparateurs n'ont pas d'actes propres comme les infirmiers. Les autres personnels qui sont affectés à la pharmacie en raison de leurs compétences sont également placés sous l'autorité technique du pharmacien gérant. Le pharmacien adjoint est placé sous l'autorité fonctionnelle du gérant, mais en sa qualité de pharmacien, il dispose de son indépendance professionnelle dans l'exercice de ses missions pharmaceutiques. Le représentant légal de l'établissement est l'autorité hiérarchique du pharmacien, mais aussi du reste de l'équipe. Parfait. Dispose-t-on d'un accompagnement dans le cadre de la mise en place du dispositif de renouvellement et d'adaptation des prescriptions? Et par hasard, je me tourne vers Antoine. Tout à fait, Patrick. La section H, en lien avec la SFPC, a proposé très récemment un tutoriel sous forme de vidéo. L'objectif de ce tutoriel est de vous apporter des éléments concrets, des cas pratiques, pour que vous puissiez vous approprier ce dispositif et le mettre en œuvre au sein de votre établissement. Vous allez y retrouver quelques explications réglementaires et des cas concrets, détaillés, illustrant un peu ce que vous pouvez mettre en œuvre au sein de votre établissement dans le cadre de ce dispositif de renouvellement et d'adaptation des prescriptions. Et cette vidéo est en ligne depuis le mois de janvier. Et un grand merci à Jean-François Huon qui nous a... On embrasse très fort. Voilà, et qui nous a aidés dans le tutoriel. Alors, à propos justement du dispositif renouvellement et adaptation et des prescriptions, une question nous a été posée à plusieurs reprises sur le contrôle de cette prescription faite par un pharmacien. Y a-t-il un double contrôle? Y a-t-il un autre pharmacien qui va intervenir pour contrôler? Alors, le dispositif, lui, prévoit pas de contrôle de cette prescription par un autre pharmacien. Mais nous avons proposé cette recommandation, évidemment, en présence de plusieurs pharmaciens au sein de la PUI, ce qui permet de limiter le risque d'erreur, évidemment. Alors, ce qui ne signifie pas qu'un pharmacien exerçant seul dans une PUI ne peut pas assurer cette mission. Je rappelle que le RAP est une mission propre des PUI, des pharmacies à usage intérieur, ouverte à tous les établissements de santé et qui ne nécessite pas la présence de plusieurs pharmaciens dans un PUI. Alors, c'est vrai, ça demandera effectivement au pharmacien qui est seul, qui exerce seul, une articulation à mettre en place lorsqu'il met en pratique le RAP et lors de sa réalisation de l'acte de dispensation. Alors, si vous avez des questions sur le RAP, surtout, il ne faut pas hésiter à les poser en ligne. Nous sommes effectivement disponibles, que ce soit Antoine, Geneviève, Fad ou moi-même, ou d'autres encore au sein de la SFPC, évidemment. Une autre question. Pouvez-vous me confirmer qu'il est possible de passer un registre comptable informatisé des stupéfiants? Et tiens, allez Philippe. Oui, c'est un tout autre sujet. Et donc, la réponse figure dans l'article 6 de l'arrêté du 12 mars 2013 qui traite des médicaments stupéfiants et qui prévoit que l'entrée et la sortie des substances, des préparations et des médicaments classés comme stupéfiants doivent être inscrites sur un registre
ou enregistrés sur un système informatique dans des conditions qui sont prévues à l'article R5132-36 du Code de la santé publique, inscription qui est faite soit par le gérant, soit par un pharmacien qui a reçu délégation pour cette activité. Donc pour répondre à la question, oui, il est possible de passer par un registre comptable informatisé des stupéfiants. Et sur ce sujet des stupéfiants, j'en profite pour préciser que la procédure de destruction est disponible sur le site de l'Ordre en tant que de besoin. Tout à fait, il y a énormément de choses sur le site internet de l'Ordre. Une personne extérieure à la pharmacie a-t-elle le droit d'y pénétrer en l'absence d'un pharmacien, Agnès? Eh bien non, seul le pharmacien a les clés de la PUI et celle-ci est fermée en son absence en application des dispositions de l'article R5126-16 du Code de la santé publique. Les bonnes pratiques prévoient cependant que des dispositions concernant l'accès à la PUI à d'autres personnes pour des raisons de sécurité peut être envisagée par la remise des clés au personnel, c'est-à-dire au service sécurité. Mais à ce moment-là, c'est surtout en cas d'incendie ou d'inondation, mais une procédure précise et écrite devra être rédigée pour ces situations d'urgence. Merci Agnès. Quid de la e-prescription pour les patients sortant de l'hôpital ou ambulatoire et place des ordonnances sécurisées? C'est vrai qu'on en parle beaucoup actuellement avec les opiacés. Oui, tout à fait. La e-prescription devrait se mettre en place progressivement en ville. En revanche, rien n'est prévu actuellement pour l'hôpital et les patients sortants. L'ordonnance papier est donc toujours d'actualité, y compris les ordonnances sécurisées, notamment lors de la prescription des opiacés depuis le 1er mars. Alors, il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une période électorale pour l'Ordre national des pharmaciens. Des explications, on a souvent des questions justement sur cela, donc je vais fournir quelques renseignements. Mais qui peuvent être largement complétés par tout ce qui se trouve sur le site, évidemment. Alors, en juin donc, 2025, ont lieu ces élections ordinales et les conseillers ordinaux élus le sont pour 6 ans. Toutefois, afin d'assurer un renouvellement par moitié tous les 3 ans, puisqu'on avait tout remis à zéro il y a effectivement 6 ans, il y a eu un tirage au sort qui a fait qu'on a déterminé ceux des binômes qui faisaient 6 ans, ceux qui faisaient 3 ans et ceux qui ont fait 6 ans, vous voyez la mécanique, arrive à échéance en 2025. Il y a donc 4 binômes hommes-femmes plus leurs suppléants qui sont à élire. Mais avant, je voudrais vous signaler que les binômes, en réalité, comme son nom ne l'indique pas, sont des quadrinômes. Puisqu'on parle de binôme des titulaires, mais il y a également 2 suppléants. Donc, il y a bien, dans un binôme, il y a bien 4 personnes, 2 titulaires, un titulaire homme, un titulaire femme, un suppléant homme, un suppléant femme. Donc, 4 binômes hommes-femmes, 2 binômes de pharmaciens qui exercent dans des établissements de santé publics, qui sont à élire, 1 binôme de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé privés, et enfin, un binôme de pharmaciens inscrits en section H, exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières. Alors, la spécificité de la section H cette année, c'est que nous avons également une élection partielle avec l'élection d'un titulaire homme et de son suppléant, donc exerçant dans des établissements de santé publics. La réception des candidatures est ouverte depuis le 3 février. Fermera le 21 mars à 16h. C'est-à-dire 16h01, c'est terminé. D'accord? Bien. Le scrutin débutera le 6 mai, c'est-à-dire votre vote, et sera clos un peu plus d'un mois après, le 12 juin à 9h. Le dépouillement des votes interviendra le même jour, ce 12 juin, à 11h. Et donc, vous aurez les résultats dans la journée. La première réunion du Conseil central se tiendra le 26 juin, réunion au cours de laquelle seront élus les membres du bureau de CCH, son président, présidente, vice-président, vice-présidente par exemple, et trésoriers ou trésorières et membres du bureau. Voilà un peu ce qui concerne les élections, mais comme je vous le dis, vous avez tous les renseignements d'une façon très exhaustive sur le site de l'Ordre. Alors une autre question. Je ne trouve aucun pharmacien pour me remplacer. Dans ma situation, est-il envisageable que je puisse être remplacé par un pharmacien officinal? Pourriez-vous me dire ce que je peux faire et quelle solution me proposez-vous? Or,
Morgane, qu'est-ce que tu proposes? Actuellement, aucun texte ne permet de dérogation aux conditions d'exercice en PUI. Un pharmacien ne remplissant pas les conditions d'exercice ne peut pas vous remplacer, même pour une courte durée. Alors, il y a plusieurs solutions. Faire appel aux associations locales des internes en pharmacie qui peuvent assurer le remplacement d'un pharmacien gérant sur une période d'1 mois. On peut aussi faire appel aux confrères exerçant dans les établissements voisins. Nous vous rappelons que si la PUI ne trouve aucun remplacement, alors elle doit être fermée. On peut éventuellement activer le dispositif de l'article R5126-11 du Code de la santé publique, à savoir que lorsque une pharmacie à usage intérieur n'est plus en mesure d'exercer une ou plusieurs de ses missions et activités, elle peut en confier la mise en œuvre à d'autres PUI. Une convention avec une officine de manière temporaire n'est pas prévue par les textes. Le cas de la convention avec une officine n'est possible que de manière définitive dans le cas d'une suppression de la PUI en application des dispositions de l'article R5126-10 du Code de la santé publique. Ok. Donc en ce qui concerne les établissements SMR, soins médicaux et de réadaptation, qui ne trouvent plus à recruter de pharmaciens et qui veut fermer sa PUI, quelle solution peut-on préconiser pour que les patients puissent bénéficier d'une prestation pharmaceutique? Philippe? Oui, alors si je comprends bien, c'est la suite de la question précédente. En fait, oui, quelque part, oui. Dans la Il y a de la continuité. Dans la situation où la pharmacie n'a pas trouvé, donc elle est obligée de fermer. Pour autant, il faut continuer à approvisionner, pour que les patients puissent bénéficier de leur prise en charge thérapeutique. Et donc, un établissement SMR qui ne dispose plus de PUI peut alors conventionner avec un autre établissement de santé et la PUI de cet établissement de santé pour assurer la détention et la dispensation des médicaments. Et donc, on retrouve les dispositions prévues à l'article L5126-10 du Code de la santé publique. C'est au travers de la convention que vont être précisées les modalités de fonctionnement de la prestation, le périmètre, la responsabilité du pharmacien par rapport à cette organisation. Et il faut bien mettre en avant que dans le cadre de ce dispositif, il n'est pas possible qu'un temps pharmacien ou un pharmacien soit mis à disposition sur une structure qui ne dispose pas d'une PUI. L'inverse, c'est que la PUI qui par convention va détenir et approvisionner va gérer l'ensemble du dispositif, l'ensemble du circuit sous sa responsabilité pour le compte de l'établissement qui ne dispose plus de PUI. On pourrait envisager que l'approvisionnement en médicaments de ce SMR sans PUI puisse se faire par une officine de ville, au travers d'une convention également, et s'il y avait besoin de médicaments de la réserve hospitalière, une autre convention spécifique avec une PUI serait nécessaire. Et là, ce sont des dispositions qui sont prévues dans l'article R5126-110 du Code de la santé publique. Merci Philippe. Nous allons, on est arrivé à peu près à l'heure, mais on va se prendre quelques minutes en plus, puisqu'on a quelques questions ici qui méritent effectivement d'être posées, qui méritent des réponses. Quelles sont les missions d'un élu à la section H? Quel temps doit-il dédier à cette mission? Et l'employeur est-il tenu de me libérer pour assurer ces missions? Alors, les missions des élus à la section H sont assez importantes et assez diversifiées. Il y a déjà toutes les missions, effectivement, de participation aux commissions, au conseil central H, aux chambres de discipline, donc avec des titulaires et des suppléants au cas où le titulaire est absent. Donc, toutes ces réunions, des groupes de travail, différentes commissions, comme les commissions sur l'attractivité, des comités de pilotage sur la revue, sur la communication, sur l'attractivité de notre métier, etc. Beaucoup de commissions et de groupes de travail sont mis en place au niveau de l'ordre. Il y a un groupe également transition écologique, par exemple. Et puis, nous avons aussi cette spécificité, nous, au niveau de la section H, qui prend beaucoup de temps aux conseillers et aux conseillères, c'est les audits PUI. Donc, à chaque fois que nous avons effectivement qui nous parvient de l'ARS une demande d'autorisation d'une PUI ou de renouvellement d'une autorisation, nous devons effectivement donner un avis et pour cela, nous nous rendons, je dirais pratiquement toujours, sauf cas exceptionnel, sur place, rencontrer les pharmaciens et vous êtes certainement dans le cas et donc voir avec vous
dans quelle mesure votre activité est réalisée avec qualité et sécurité, si vous avez bien tous les moyens, les ressources humaines, les ressources matérielles, etc. Ce rapport est ensuite envoyé, comme vous le savez, à l'ARS qui donne ou non l'arrêté avec certaines conditions. Donc cette activité nous prend pas mal de temps et j'ai fait un rapide calcul il y a très peu de temps sur la quantité minimale de temps, puisque c'est une question posée. La quantité minimale, il faut compter 20 jours par an. Je pense qu'avec les réunions, avec les rapports PUI au moins un minimum, certains font jusqu'à 50 PUI par an, hein, ce qui est énorme, mais la plupart font un peu moins, font 10 à 20. Donc oui, il faut compter au moins ça. Donc il faut donner de son temps professionnel, puisque l'employeur doit effectivement vous libérer pour vos missions officielles quand vous êtes mandaté pour un conseil, quand vous êtes mandaté pour un audit, quand vous êtes mandaté pour une chambre de discipline. Là, le directeur doit effectivement vous libérer pour assurer ces missions. D'ailleurs, pour les praticiens hospitaliers qui sont effectivement dans l'établissement public, il y a un petit avantage, désolé pour les établissements privés, mais il y a des missions d'exercice public, je ne sais plus comment on appelle ça, des missions... D'intérêt général. D'intérêt général, voilà, merci. Des missions d'intérêt général que vous pouvez effectivement prendre pour ces missions ordinales. Combien d'ETP pharmaciens faut-il compter par lit en global et par activité? Alors ça, c'est en relation avec vraisemblablement le Québec. Donc, combien d'équivalents temps plein pharmaciens faut-il compter par lit en global et par activité, pharmacie clinique, pharmacotechnie, etc. Ce sont des chiffres qui n'existent pas pour l'instant. Ben non. Au-delà de certaines données qui peuvent exister pour la production des chimiothérapies en termes de nombre, on n'a pas cette gabarit-là dans les différentes activités des pharmacies hospitalières. Certaines sociétés savantes ont effectivement donné, comme la CFPO, ont donné des quantités, je dirais, les UO, conseils. Les UO, les unités d'œuvre Voilà. proposées par la NAP, et du coup la codification proposée par la SFPC et le MIDPAC Corse reprend à effectivement une notion de temps et du coup une pondération des activités. Ça permet de quantifier les activités et du coup de les ramener à des équivalents temps plein, mais il n'y a pas de gabarit. Il n'y en a pas en France, il n'y en a pas non plus au Québec. Hein. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse vraiment ferme à vous donner là-dessus, en tout cas des réponses qui seraient appuyées par une réglementation quelconque. Concernant la pharmacie clinique, l'analyse pharmaceutique est réalisée sur 100% des prescriptions ou y a-t-il une priorisation? On l'a dit. Hein. Il n'y a pas de priorisation des ordonnances qu'on doit analyser ou pas. Il y a une priorisation des ordonnances dans l'activité pharmacie clinique qu'on va réaliser chez un patient ou dans le moment où on va analyser cette prescription. Mais toutes les prescriptions doivent être analysées. Ça fait partie de l'acte de dispensation. C'est le seul acte des pharmaciens. Et on ne peut pas analyser qu'une partie des prescriptions. Donc lorsqu'on parle de priorisation, on ne parle pas de priorisation pour exclure l'analyse de certaines prescriptions. Nous ne sommes pas autorisés. Et justement, au niveau d'analyse pharmaceutique, on a parlé d'analyse sécuritaire. Est-ce que ça correspond au niveau 1? Alors, il y a plus de niveaux, hein. Mais l'analyse pharmaceutique, il faut quand même rappeler que c'est juste une analyse pharmacothérapeutique réglementaire qui comprend l'identification du prescripteur, la posologie, les interactions. C'est quand même une analyse pharmaceutique réglementaire qui est relativement simple. C'est ça qui est obligatoire. Bien évidemment, le fait d'aller consulter le dossier patient pour faire l'analyse pharmaceutique ne fait pas partie de cette analyse réglementaire. Ça prend plus de temps et c'est là que la priorisation peut être intéressante, c'est-à-dire on priorise les patients pour lesquels on va consulter le dossier patient pour faire l'analyse pharmaceutique et ceux pour lesquels on va faire la simple analyse pharmacothérapeutique réglementaire qu'on vient d'évoquer. Alors, quelle est la position de la section H et de l'Ordre des pharmaciens pour les modalités pour un pharmacien hospitalier québécois de venir travailler en PUI en France au regard des conditions d'accès liées au DES-PH? C'est en cours de réflexion. Voilà, c'est en cours de réflexion. On a fait, nous, un certain nombre de propositions à l'Ordre des pharmaciens québécois. On attend effectivement cette réponse de l'Ordre des pharmaciens québécois. Ce qui est certain, c'est que, comme le disait Véronique tout à l'heure, le niveau d'exigence est monté depuis 2009 et que l'ARM 2009 ne sera pas effectivement l'ARM 2025, on peut l'espérer. Et donc, il y aura un niveau d'exigence effectivement un peu supérieur. Le médecin au Québec ne prescrit pas de médicaments, point d'interrogation.
Il ne fait que le diagnostic, point d'interrogation. Du coup, le médecin n'intervient dans les décisions de prise en charge médicamenteuse du patient. N'intervient pas dans les décisions de prise en charge médicamenteuse du patient. C'est pas ce qu'on a tout à fait constaté au Québec. Non, Hein. c'est un peu... Ce n'est pas tout à fait ça, effectivement. Il y a des prescriptions qui peuvent être réalisées par en fait des médecins, des pharmaciens. Il y a des concertations, une organisation qui et c'est à la fois en ambulatoire comme à l'hôpital qu'on retrouve ce fonctionnement. C'est l'organisation, la prise en charge des patients, l'accès aux soins en ambulatoire qui va gouverner la prescription par les pharmaciens communautaires. Et à l'hôpital, eh bien, la présence des pharmaciens va permettre en fait une activité partagée. Oui, on est vraiment dans le cadre deux se d'une complètent. entente. Hein. Les deux se complètent. Il y en a qui prescrivent plus sur certaines classes thérapeutiques. Oui. Et donc, il y a un partage en bonne entente sur ces prescriptions-là. Oui, tout à fait. Bonjour, dans quelle situation la prescription médicamenteuse est réservée uniquement aux médecins? Est-ce qu'il y a des situations où médecins et pharmaciens se trouvent en désaccord? Si oui, qui a le dernier mot? Aujourd'hui, le médecin reste quand même prioritaire au niveau de la prescription. Le pharmacien a le droit de refuser, de délivrer effectivement un médicament s'il juge qu'elle n'est pas conforme à la santé du patient et qu'elle lui fait courir un risque. Mais le médecin a quand même, aujourd'hui encore, et je crois même au Québec, ce rôle de prescripteur initial en tout cas. Encore une fois, c'est une entente et c'est la même chose pour le rap. On est dans l'entente et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette notion de concertation. Dans le renouvellement et l'adaptation, on peut le faire de façon concertée. Et en fait, c'est l'action de prescrire qui va être l'acte du pharmacien présent aujourd'hui et qui n'était pas possible avant. Mais il reste cette notion de concertation. Tout à fait. La frontière entre le droit de substitution et le rap, c'est surtout cet aspect-là. Le droit de substitution existe depuis depuis très longtemps. Très longtemps, c'est le générique. Vous pouvez substituer un générique et il n'y a pas besoin du rap pour substituer un générique. En revanche, lorsque vous avez des équivalences thérapeutiques, c'est-à-dire parmi une famille de sartans, des équivalences entre sartans parce que vous n'avez pas tous les sartans au livret de votre établissement, vous avez des équivalences parfois faites par des cardiologues. Et bien là, on n'est pas dans la substitution, on est dans l'équivalence. Et là, effectivement, le dispositif rap permet aux pharmaciens de prescrire l'équivalent. Oui, ce qui n'était pas vrai avant. Lorsqu'on avait ces équivalences, il fallait les proposer aux médecins qui represcrivent l'équivalent au livret et on ne pouvait pas dispenser un médicament différent de celui qui était prescrit. Les biosimilaires sont dans ce cas-là. Dans la pratique, ça se faisait et on faisait du renouvellement, de l'adaptation de prescription sans le savoir. Voilà. Mais aujourd'hui, justement, ça nous sécurise dans cette activité-là, notamment dans les biosimilaires. Vous avez la même chose, ce n'est pas une substitution, on n'est pas dans le générique, et du coup, on peut faire une adaptation de la prescription en proposant le biosimilaire présent au livret thérapeutique de l'établissement. Geneviève veut faire une rectification par rapport à ce que j'ai dit, je m'en doutais. Les dossiers PUI ne sont pas dans la liste des missions pour lesquelles l'employeur doit libérer le conseil. Non, ça c'est vrai. C'est une interprétation très forte de ma part. Mais je le disais, au niveau du public, il faut les prendre effectivement dans les missions d'intérêt général. Et comme ça, c'est bien. Mais c'est vrai que pour le privé, l'employeur peut refuser. Il n'y a pas de jour défini. Non, il n'y a pas. Et dernière question, pour un audit PUI, l'employeur est tenu de libérer le pharmacien. Je viens de répondre. Alors, je ne sais pas de quel pharmacien, si c'est le pharmacien ordinal, donc oui et non. En principe, non, plutôt. Voilà. Donc, rien de spécial à rajouter, mes amis? Non. Bien. Donc, nous arrivons maintenant au terme de cette 8e heure H, 8e heure H des pharmaciens. Je tiens à remercier Agnès, Véronique, Morgane, Antoine, Philippe pour effectivement avoir été à mes côtés au cours de cette webconférence. Merci à Geneviève, merci à Mélissa, que j'ai oublié tout à l'heure, mais qui est bien présente ici également, qui nous ont beaucoup aidés au niveau de la préparation et puis qui ont recueilli vos questions et qui ont aidé effectivement dans la réalisation de cette web. Merci à vous surtout, qui
qui avez participé à cette web conférence. Je sais d'ailleurs, par les retours que vous nous faites, que vous appréciez ce type de communication qu'il faudra effectivement, je pense, continuer. C'est une communication en direct, hein, il n'y a pas du tout de différé. D'ailleurs, vous voyez bien, on fait des erreurs aussi de temps en temps. Un dernier mot, je compte sur vous, franchement, pour voter aux prochaines élections. On a souvent des taux qui sont très bas, trop bas. Hein. Donc, votez à ces élections, votez en toute indépendance de toute structure, quelle qu'elle soit. Votre vote, c'est en fin de compte la signature de votre engagement et de votre soutien pour valoriser toutes les actions, et on emmène que la section H mène donc pour vous, à vos côtés, et pour valoriser effectivement aussi notre beau métier. Je finirai donc par ces mots. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore à tous. Merci. 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 Au revoir.